Le Zoom Info sur Europe 1 et de 5 après Michel Barnier, après Éric Ciotti, Xavier Bertrand et Marine Le Pen. Valérie Pécresse est la 5e candidate à la présidentielle à proposer aux Français un référendum sur l'immigration. Ce n'est plus une mode, c'est une épidémie de référendite aiguë. Il faut croire qu'à droite, on redécouvre aujourd'hui des vertus à un mode de consultation des Français qui n'a plus été employé depuis maintenant 16 ans. La gauche dénonce un tour de passe-passe pour tordre la loi et l'état de droit sur la question migratoire. On en parle ce matin avec Benjamin Morel. Bonjour. Bonjour. Vous êtes docteur en sciences politiques, maître de conférences à l'université Paris 2, Panthéon, Assas, et Charlotte Dornelas. Bonjour Charlotte. Bonjour. Journaliste à Valeurs Actuelles. Benjamin Morel, je commence avec vous rapidement. On va faire un petit cours d'histoire en 2 minutes si vous voulez bien. Le retour du référendum dans le débat politique. Il y en a eu 9 sous la Ve République, dont 5 entre 61 et 72. C'était l'outil de gouvernement préféré du général de Gaulle, on le sait. Ensuite, après 72, ça s'espace considérablement. Le dernier, je l'ai dit, 2005, sur le traité constitutionnel européen. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment expliquer cette désuétude du référendum? De Gaulle utilisait le référendum comme une manière à la fois de demander leur confiance aux Français et de relégitimer son pouvoir. Ça permettait en réalité d'incarner ce lien direct entre le chef de l'État et le peuple. Le problème, c'est qu'avec l'évolution de la Ve République, on a eu des présidents de la République de plus en plus rapidement impopulaires qui ont hésité à utiliser ce référendum. Vous avez cité 2005. 2005 est là-dessus la quintessence, parce que c'est un référendum perdu et qui, à partir de là, affaiblit profondément Jacques Chirac. Et donc, du coup, on a une manie ces dernières années. Soit on ne fait pas de référendum, soit quand on les fait, on ne les respecte pas. Vous avez parlé de 2005, 2008, Nicolas Sarkozy revient dessus, mais on a également eu des référendums locaux. La Corse en 2003, les Corses disent pas de collectivité unique. En 2014, ils en ont une. Les Alsaciens disent en 2013 pas de collectivité unique. En 2019, ils en ont une. Notre-Dame-des-Landes, les habitants de Loire-Atlantique disent on en veut. Ils n'en auront pas non plus. J'ai cette phrase de Valéry Giscard d'Estaing qui en dit long. C'était le 6 mai 2005, à la veille du référendum. Il dit c'est une bonne idée d'avoir choisi le référendum sur le traité constitutionnel, à condition que la réponse soit oui. La réponse a été un non. C'est ce qui explique Charlotte Dornelas. Et moi, hypothèse personnelle, est-ce qu'il y a une peur aujourd'hui des responsables politiques d'employer le référendum? Il y a une peur précisément pour cette raison, c'est-à-dire qu'on veut bien faire un référendum à condition que la réponse soit celle qu'on aurait prise sans faire le référendum. C'est exactement ce qui s'est passé évidemment en 2005. Outre le référendum locaux qui sont moins traumatisants, on va dire, dans l'esprit collectif, celui de 2005 est particulièrement traumatisant, notamment à droite évidemment, puisque Nicolas Sarkozy est élu. Alors dans son programme c'est bien écrit, mais c'est tellement compliqué qu'il réintroduit des parties du traité. Oui, par ratification, par voie parlementaire. Par voie parlementaire, là où effectivement le peuple avait été convoqué et avait refusé la Constitution européenne. Maintenant, je pense que l'épidémie, pour reprendre, c'est très à la mode de prendre ce vocabulaire-là dans le champ politique, j'ai bien compris, de référendum, c'est surtout que là, aujourd'hui, tous les candidats de droite se rendent bien compte que l'immigration est un sujet. Éric Zemmour, là, pour le coup, a réussi à imposer le thème de manière évidente dans cette pré-campagne, et que quand on se penche très concrètement sur le sujet, on comprend surtout que c'est un outil absolument indispensable pour bouger ne serait-ce que les curseurs de la politique d'immigration qui est aujourd'hui gérée par les fameuses cours suprêmes qui dépassent le politique aujourd'hui, qui sont soit les cours françaises, donc la cour, le Conseil constitutionnel, le Conseil d'État et la Cour de cassation, soit les cours européennes que sont la CEDH et surtout la Cour de justice de l'Union européenne qui, elle, est extrêmement contraignante dans ses jurisprudences. Et c'est pour ça, quand on pense référendum, on pense au général de Gaulle qui avait cette phrase quand même en disant en France, contrairement aux États-Unis, la Cour suprême c'est le peuple. Et là on est en train de le comprendre, c'est-à-dire quand on rentre dans le dur du sujet de l'ajustement, on va dire, de la politique d'immigration, il faut repasser par la population, puisque le référendum est le seul outil qui dépasse l'autorité de ces cours suprêmes. Donc il y a une nécessité technique de passer par la voie référendaire sur ce thème de l'immigration, pour lequel en réalité la France aurait perdu sa souveraineté, Benjamin Morel. Alors là j'aurais une opposition technique avec Charlotte. C'est-à-dire qu'en réalité, le référendum tel que l'emploie le général de Gaulle, c'est un référendum qui a pour but, via l'article 11, c'est un peu technique, mais en réalité, ça permet de passer sans l'aval du Sénat directement au choix du peuple. Le problème, c'est que depuis l'évolution, le droit a évolué. C'est-à-dire qu'on a eu notamment une décision du Conseil constitutionnel en 2005, Hochemaille, qui permet
au Conseil constitutionnel de contrôler les décrets de convocation. Grosso modo, un référendum qui serait non constitutionnel, eh bien, devrait être annulé. Donc, à partir de là, si on a cette évolution-là, ça signifie que si demain... Il y a une extension des pouvoirs du Conseil constitutionnel. Qui a un pouvoir de blocage, de la question que l'on pose aux Français. Sur les vous avez deux types de référendums. Les référendums constitutionnels, c'est l'article 89. Il vous faut un vote conforme, c'est-à-dire que le Sénat et l'Assemblée nationale soient d'accord sur votre texte. Et ensuite, vous pouvez modifier la Constitution. Et vous avez l'article 11. L'article 11 vous permet de passer outre l'avis du Sénat. Le problème, encore une fois, c'est que là, vous avez ce blocage parce qu'en réalité, l'immigration, si on prend la question d'un point de vue général, n'est a priori pas dans le champ de ce référendum. Donc, a priori, ce référendum en matière constitutionnelle ne passerait pas, et même s'il n'était pas en matière constitutionnelle, en réalité ça rentre pas dans le champ du référendum, donc ça ne passerait pas. Par ailleurs, si vous faites passer une loi par référendum, ça reste une loi. Qu'elle soit votée au Parlement ou qu'elle soit votée par référendum, ça reste une loi. Et une loi aujourd'hui, depuis l'arrêt Niccolo, depuis l'arrêt Jacques Vabre dans les années 70-80, ça reste pour les cours administratives et judiciaires inférieure au traité. Donc même voté par référendum, le jour où votre juge aura à choisir entre le traité et la loi, fût-elle référendaire, il choisira le traité. Alors là, il y a deux choses qui m'interpellent dans ce que vous dites. D'abord, il y a cette question de la hiérarchie des normes. Où se situe le référendum dans cette hiérarchie des normes? C'est une loi, donc elle est en dessous des normes internationales, si j'ai bien saisi ce que vous nous avez expliqué. Pour les juges actuellement, oui. Donc il y a ça. Et puis il y a l'autre, la question en fait politique que pose le recours proposé par nos candidats de droite au référendum, c'est de dire, on se rend compte que l'esprit de la Ve République a été totalement dénaturé. La souveraineté populaire est-elle encore aujourd'hui le pouvoir suprême? Non, mais Benjamin Morel vient d'expliquer exactement pourquoi non, pourquoi ça n'est plus le cas. La seule question, c'est que c'est pour ça d'ailleurs que Valérie Pécresse, dans son programme, elle prend toutes les choses, toutes les questions en même temps, et qu'elle propose effectivement de changer, de réécrire une partie de la Constitution pour inscrire d'abord des principes dans la Constitution qui permettent ensuite de faire un référendum qui ensuite donc prévaudra. Il faudrait d'abord réunir le Congrès. D'abord l'aval du Sénat, réunir le Congrès, ou alors avoir un référendum sur la modification de la Constitution, mais avant il faut quand même avoir l'aval du Sénat. Donc il faut modifier la Constitution et ensuite on peut avoir utilisé le référendum. Et par ailleurs, en parallèle, accepter de renégocier, voire même de dénoncer certains articles dans les traités internationaux, puisque quand la jurisprudence de la CEDH, donc la Cour européenne des droits de l'homme, elle n'est pas nécessairement contraignante justement dans la hiérarchie des normes. En revanche, quand la Cour de justice de l'Union européenne décide de prendre une jurisprudence et de la faire entrer dans la Convention de l'Union européenne, là ça surpasse toutes les instances, on va dire, que ce soit le peuple, mais même le Conseil constitutionnel et la Constitution française elle-même. Donc on est pieds et poings liés, on va dire, sur ces sujets. Et la bonne nouvelle, entre guillemets, c'est que on arrête les bonnes intentions et les bonnes promesses, etc. Et on se penche dans le dur et on comprend que ça va être extrêmement difficile. Mais c'est plutôt une bonne nouvelle qu'on arrête de se moquer de nous, quoi. Oui, il y a deux éléments. Alors le droit international, vous pouvez en effet faire primer certains domaines dans la Constitution, ça c'est possible. Mais vous avez le droit européen. Le droit européen fonctionne essentiellement, totalement, sur le principe de suprématie du droit européen. C'est-à-dire que vous avez pour le coup un élément principiel qui fait que votre droit européen prime sur le droit national, y compris pour la CJE, sur les constitutions. Donc même si vous mettez dans la Constitution que vous voulez avoir par exemple des quotas d'immigration, en réalité, si ça prend en compte des traités au niveau européen, notamment la possibilité pour des ressortissants européens de s'installer sur le territoire, c'est impossible. Donc ça revient à un Frexit de fait. C'est ce qui a réellement cristallisé l'opposition entre la Grande-Bretagne et l'Union européenne. Et Michel Barnier, c'est bien ça, a compris que là-dessus, c'était réellement un point dur pour les Anglais, ce qui explique le régime très particulier du Brexit. Donc aujourd'hui, pour les candidats qui disent référendum, inscription de la supériorité de la Constitution ou du droit français sur le droit de l'Union européenne, en réalité, à ce stade, et sauf renégociation manu militari des traités, ça revient à un Frexit. Eh bien voilà, des espoirs douchés en l'espace de 7 minutes. Désolé. Merci. Non, il y a beaucoup de travail, mais il y a encore de l'espoir. Non, mais on a encore beaucoup de sujets à aborder justement autour de cette question du référendum. Est-ce d'abord la bonne solution? Poser une telle question, effectivement, Benjamin Morel a commencé à le dire. Est-ce que le référendum est le bon endroit pour débattre de la question de l'immigration? Est-ce qu'il y a aussi cette question aujourd'hui politique, très politisée, le pouvoir des juges contre la volonté populaire? On en parle dans un instant.